Jeudi 23 février 2023, la librairie Ombre Blanche accueillait Guylain Casas, agrégé et docteur en philosophie, autour de la parution de son ouvrage aux éditions Vrin, La dépolitisation du monde, en géologie médiévale et modernité, lors d'un débat animé par Yvan Bouchardot, doctorant en philosophie à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Bonsoir, on va commencer la discussion. Donc ce soir, la librairie Ombre Blanche accueille Guylain Casas qui vient de publier chez Vrin La dépolitisation du monde. C'est une partie de sa thèse de doctorat faite entre l'EHESS et l'EPHE à Paris, donc École des hautes études en sciences sociales et École pratique des hautes études. La dépolitisation du monde, on lit ça, on s'attend à, je sais pas moi, un traité sur la modernité, qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle, pourquoi les gens sont dépolitisés, etc. Et en fait, c'est absolument pas ça. C'est une discussion autour de l'angélologie médiévale, donc la place des anges, les rapports entre les anges et le cosmos, donc le monde et les astres, les planètes, etc. Moi, je vais juste poser quelques questions, relancer éventuellement. Mais est-ce que déjà tu peux nous expliquer d'où sort ce titre et pourquoi on parle de dépolitisation du monde en faisant de l'angélologie? Alors, le titre, c'est la reformulation d'une expression que j'ai trouvée chez Michel Foucault dans un de ses séminaires de la fin des années 70, dans lequel il parle de... C'est le séminaire qui s'intitule « Sécurité, territoire, population », donc un cours de Michel Foucault sur l'origine de la notion de gouvernement dans la modernité, le développement des modes de gouvernement et de l'idée de gouvernement donc à l'époque moderne. Et Foucault a une expression dans un petit développement qu'il fait. Il parle d'un phénomène qui se situe entre la fin du XVIe et le milieu du XVIIe siècle. Foucault dit à ce moment-là, on assiste à ce qu'il appelle une dégouvernementalisation du cosmos. Donc l'expression est un petit peu lourde, un peu chargée. Et ce qu'il entend par là, c'est le processus par lequel le monde, en tant que monde, c'est-à-dire vraiment le cosmos, il emploie ce terme, a cessé d'être un objet politique. Et en quelque sorte, le mouvement par lequel le monde et la nature se sont retrouvés d'un côté, et la politique et les affaires humaines et les modes de gouvernement se sont retrouvés de l'autre côté. Et ils disent ce qui caractérise la modernité, c'est ce partage entre d'un côté la politique, l'État, et de l'autre côté la nature et la science moderne. Il dit dans la modernité, il y a deux choses qui naissent, qui apparaissent. D'un côté, une politique qui a pour espace l'État, donc c'est l'apparition des États, et de l'autre côté, la science qui s'occupe de la nature. Et ces deux domaines n'ont plus aucun rapport l'un avec l'autre. Et pour caractériser cette nouveauté de l'époque moderne, Foucault dit qu'il y a un processus de dégouvernementalisation du cosmos. Et cette expression m'a beaucoup interpellé parce qu'elle permettait en fait de caractériser assez précisément l'objet sur lequel moi je travaillais, qui n'avait pas grand-chose à voir avec les choses dont Foucault parle directement, mais qui étaient des questions d'angélologie. Question donc alors l'angélologie, c'est la discipline, la branche de la théologie qui s'occupe de ces créatures assez étonnantes que sont les anges. Et donc j'ai repris cette formule de Michel Foucault que j'ai un petit peu transformée en parlant de dépolitisation du monde pour essayer de caractériser le phénomène par lequel le monde
a cessé d'avoir une signification politique pour les humains, et de montrer que ce phénomène-là, c'est le même que celui dans lequel la politique est née. La politique au sens moderne, donc les affaires humaines qui s'organisent autour voilà, d'un objet qu'on appelle l'État, qui mettent en place des procédures de gouvernement, des institutions. Toute ce qu'on appelle la politique plus couramment, et ben, l'idée générale, c'est de montrer que l'émergence de cette sphère-là d'activité, cette sorte de nouvelle réalité assez moderne, donc qu'on appelle politique, elle est contemporaine et liée à la perte de signification politique du monde. Et que donc, dans la modernité, apparaissent deux réalités qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. Le monde que la science peut étudier, dont elle peut donner les lois, les principes, les modes de fonctionnement. Et de l'autre côté, la politique. Et par rapport à ce que dit Foucault, donc moi j'ai juste repris l'expression, mais j'ai essayé de montrer qu'en fait ce phénomène, il est pas tout à fait moderne. Il commence un petit peu plus tôt. Foucault nous dit fin 16e, milieu 17e. Moi j'ai fait remonter la chose en gros au XIIIe siècle, donc au Moyen-Âge. Et surtout, mon travail m'a amené à constater, c'est que le phénomène donc, de naissance conjointe de la science et de la politique procédait d'une question beaucoup plus vieille qui n'avait rien à voir avec des questions scientifiques ou politiques au début, mais que ça venait d'un problème de théologie. Et donc, je me suis intéressé à une question à des débats qui ont animé la théologie au XIIIe siècle concernant les anges. Et l'objet de ce travail, c'est de montrer comment les questions que se sont posées les théologiens au XIIIe siècle concernant les anges et les réponses qu'ils ont données à ces questions ont produit une sorte de nouveau partage dans les discours, dans les savoirs, dans les représentations, qui petit à petit ont tracé ces deux lignes jusqu'à l'époque moderne, dont sont issus, d'une part, l'État et d'autre part, la science. Et du coup, juste pour revenir sur les deux grandes parties du livre, la première partie, elle examine les différentes réponses à une question d'angélologie, donc qui a rapport aux anges. Et je trouve on voit très bien en quoi s'effectue ce partage dont tu parles là. La question, c'est, je ne vais pas la dire en latin parce qu'elle est en latin dans le livre, mais c'est est-ce que les anges sont les moteurs des corps célestes ? Donc, est-ce que c'est les anges qui sont responsables du fait que, pour le dire autrement, les planètes bougent ? Évidemment, là tout de suite, je vous pose cette question-là. Enfin, si on se pose cette question-là, ça paraît un peu loufoque, un peu étrange. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer déjà un peu la question, d'où elle sort, pourquoi elle n'est pas si loufoque à l'époque, et surtout le fil évidemment condensé qui permet de montrer que finalement on va répondre non à cette question. Les anges, ne sont pas ou plus les moteurs des corps célestes. Alors effectivement, c'est une question qui sonne très très bizarrement à nos oreilles modernes, plus que modernes. Et pour en comprendre la signification littérale, alors c'est pas si compliqué dans le fond, mais il faut se placer dans un monde un peu différent. Juste une petite question pratique, est-ce que vous m'entendez suffisamment ? D'accord. Oui, il faut se replacer dans un monde qui est un petit peu différent. Premièrement parce que c'est un monde dans lequel il y a des anges, et donc il y a des gens qui étudient ces créatures-là. Et deuxièmement, parce que d'un point de vue
cosmologique, la représentation générale de l'univers n'est pas la même. Donc, on est bien avant la révolution copernicienne. Donc, la première chose, c'est que le monde qu'on connaît, on pense qu'il est géocentrique. Donc, la Terre est au centre. C'est une première chose. La deuxième chose qui change, c'est que ce monde c'est pas un univers infini. Il a une limite. Et la troisième chose, c'est que la structure générale de ce monde, c'est que donc on a la Terre au centre, et ensuite une sorte de succession. C'est un monde qui est un peu en oignon, si vous voulez. Il y a la Terre au centre, puis des couches successives jusqu'au bord du monde. Et dans toutes ces couches se trouvent les planètes et les étoiles. Et ça a été une question d'astronomie depuis l'Antiquité, l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Les astronomes étudiaient les mouvements des planètes, des étoiles, et se posaient aussi la question de savoir ce qui faisait bouger les planètes. Pour le dire dans un langage moderne, quelles sont les forces à l'œuvre qui font tourner les planètes et les étoiles. Et donc la question elle est très très littérale. Ce que se demandent les théologiens au XIIIe siècle, c'est de savoir si ce ne seraient pas les anges qui sont la cause des mouvements planétaires, des mouvements astraux, des mouvements célestes. Et donc, il faut s'imaginer, alors il y a des vous pourrez regarder ça se trouve assez facilement sur Internet, il y a des représentations dans l'iconographie médiévale, où on voit donc cet univers que j'appelais un peu en oignon. Donc c'est des cercles concentriques sur lesquels sont représentés les différents astres. Et donc vous avez cet ensemble de sphères auquel on a ajouté des petites manivelles, et on représente assez souvent des anges qui sont en train d'actionner les manivelles. Donc c'est une image très très littérale de ce que les théologiens appelaient les anges moteurs, c'est-à-dire les anges qui en fait font tourner la grande machine cosmique. Alors pourquoi cette hypothèse, pourquoi cette question, pourquoi ce seraient les anges qui feraient tourner les planètes, pour le dire simplement, et les étoiles. Alors, avant de donner la raison des théologiens eux-mêmes, il y a un grand physicien du XXe siècle qui s'appelle Richard Feynman, qui a fait beaucoup de travail, des découvertes en physique quantique, qui a eu un prix Nobel, et qui, dans un cours de physique, parle de Newton, de la théorie de la gravitation, et il a une petite remarque qui est assez drôle, qui dit qu'en fait, il dit à l'époque, on s'imaginait que c'était les anges qui créaient ces mouvements, et il dit, en fait, ils n'étaient pas si stupides, les médiévaux, les penseurs médiévaux, de penser ça. Simplement, ils n'avaient pas très bien, ils n'avaient pas bien compris quels étaient les mouvements, et donc, et il dit, la seule erreur qu'ils ont faite, c'est pas du tout de dire qu'il y avait des anges qui poussaient les planètes, c'est qu'ils n'ont pas compris dans quel sens, à quelle vitesse, dans quelle direction. Et en fait, le sens de cette remarque, ça consiste à dire, finalement, si on pense qu'il y a des forces qui sont à l'œuvre et qui font bouger les planètes, d'une certaine façon, appeler ça force ou appeler ça ange, c'est pas si différent. Et donc, d'une certaine façon, la question que se posaient les théologiens, elle est très simple, c'est qu'ils se demandaient quelles sont les causes des mouvements, quelles sont les forces. Il se trouve que simplement ces forces, ils avaient une figure un peu plus concrète pour la pensée. Et il se trouve que cette figure, c'est des créatures spirituelles, immatérielles, qu'on a l'habitude de situer dans les cieux. Et en fait, ils se sont posés cette question parce que depuis l'Antiquité, depuis Aristote et Ptolémée, on supposait que ce qui se passait dans le ciel fonctionnait pas exactement comme ce qui se passe sur Terre, et que
ce qui, on va dire, les forces à l'œuvre pour produire des mouvements aussi réguliers et aussi parfaits que les mouvements qu'on observe dans le ciel. Ces constellations dont on peut calculer les trajectoires, qui sont absolument régulières, absolument harmonieuses. Et ben, Aristote a fait l'hypothèse qu'en fait, il y avait un principe intelligent, rationnel, qui était à l'œuvre là-dedans. Et donc Aristote disait, il y a sans doute des espèces d'intelligence qui organisent tous ces mouvements. Et quelques siècles plus tard, les théologiens se sont dit, c'est marrant, un principe rationnel, intellectuel, invisible, il se trouve que nous, on en connaît, ça s'appelle les anges. Et donc ils se sont dit, peut-être que ce dont parle Aristote et tous les savants, tous les astronomes depuis l'Antiquité, c'est tout simplement ce que nous, on connaît du côté religieux ou théologique, et qu'on appelle des anges. Et donc, ils se sont demandé, est-ce qu'on peut assimiler ces créatures qu'on appelle, que nous, comme théologiens, on appelle les anges, est-ce qu'on peut les assimiler à ces espèces de forces intelligentes dont parlent les astronomes? Et juste avant de basculer dans la deuxième partie, pour pouvoir survoler un peu l'ouvrage, est-ce que tu peux expliquer pourquoi, enfin un peu l'évolution de la réponse qui fait que, en tout cas dans ton livre, à la fin de la première partie, le tableau de la situation, c'est quand même que non, les anges, finalement on répond non à cette question, les anges ne sont pas les moteurs des corps célestes. Alors, pour répondre à ça, je vais peut-être du coup un petit peu empiéter sur arriver à la deuxième question. Donc, il se trouve que au Moyen Âge, cette question, elle sort pas de nulle part. Elle se pose dans un contexte qui est un peu précis. Il se trouve que au XIIIe siècle, les théologiens chrétiens ont découvert beaucoup de textes de l'Antiquité, notamment des textes de philosophie, d'astronomie, des textes grecs que l'Occident latin n'avait pas connus. Ces textes ont été traduits assez tardivement, et notamment, ils avaient été traduits en langue arabe d'abord, et donc ils ont été beaucoup étudiés par les philosophes et les théologiens de langue arabe et de religion musulmane. Et au XIIIe siècle, les théologiens donc chrétiens découvrent à la fois les textes grecs, donc ces textes d'astronomie qui nous parlent des mouvements célestes, et découvrent en même temps ce qu'en ont dit les philosophes, en particulier les philosophes de tradition islamique. Et il se trouve que c'est les premiers à avoir fait cette hypothèse, encore une fois un petit peu curieuse, mais finalement pas si loufoque, qui est de dire que en fait, c'est les anges qui font bouger les planètes et les astres. Les premiers à avoir soutenu cette thèse, c'était des philosophes musulmans. Et donc forcément, c'était une thèse qui était intéressante parce qu'elle permettait de faire la synthèse entre la religion d'un côté, la théologie, et de l'autre côté, les connaissances scientifiques et les connaissances astronomiques, cosmologiques, scientifiques. Et donc, les théologiens, dans un contexte général où ils essayaient de faire une synthèse entre on va dire la connaissance de la nature et du monde qu'on avait d'un point de vue scientifique, et de l'autre côté les données de la foi et de la révélation, dans ce contexte général, ils se sont entre autres poser cette question très spécifique sur les anges. Et d'une certaine façon, d'ailleurs, il y a quelque chose de... c'est des débats, même si les termes ont un petit peu changé.
mais c'est des débats qui existent encore aujourd'hui sur les conflits entre les données scientifiques et les croyances religieuses. En fait, ces questions qui existent encore aujourd'hui, elles ont une très longue histoire et elles ont commencé déjà à peu près au XIIIe siècle. Alors pourquoi cette question elle est d'une part intéressante et d'autre part pourquoi elle est difficile pour les théologiens du XIIIe siècle, c'est que c'était pas tout à fait évident de répondre oui, même si c'était une hypothèse très intéressante, parce qu'elle aurait permis de faire la synthèse, encore une fois, entre la science et la religion. Mais cette question, elle était compliquée parce que il se trouve qu'il y avait l'angélologie chrétienne, donc, encore une fois, la branche de la théologie, le savoir sur les anges, s'était développé dans une direction qui était un petit peu différente. Et pour le dire très, très simplement, ce qui avait principalement guidé l'angélologie, c'était une théorie du pouvoir. Une théorie et en l'occurrence, alors il y a un terme qui est particulièrement important ici, c'était une théorie de la hiérarchie. Il se trouve que le terme de hiérarchie est à l'origine un concept théologique. Et plus précisément, un concept théologique qui a été forgé pour parler d'angélologie. C'est vraiment dans le cadre de l'angélologie, de la science des anges, qu'est apparu le terme de hiérarchie. Alors hiérarchie, littéralement, c'est un mot qui vient du grec, ça veut dire pouvoir sacré. Et donc la hiérarchie, c'est la forme de pouvoir dans lequel le sacré, les réalités sacrées, sont administrées. Et donc c'est un terme qui a servi à penser l'institution ecclésiastique. Mais l'institution ecclésiastique, ce n'est pas simplement les réalités terrestres, c'est avant tout, en théologie chrétienne, l'Église céleste, et donc les anges. Et donc, les théologiens avaient commencé à développer, dans les siècles précédents, une théorie du pouvoir sacré. Et la question qui s'est posée, quand ils ont été confrontés donc à toutes les questions de cosmologie, c'était de savoir, en fait, dans le fond, quel est le rapport entre le pouvoir qu'on exerce dans une institution qui est celle de l'Église, entre le sacré, d'un côté, et d'autre part, le mouvement des planètes. Est-ce que ce qu'on appelait à l'époque le gouvernement du monde, cette idée que Dieu gouverne le monde, qu'il administre la création, en fait, est-ce que le gouvernement divin du monde passe par les mouvements célestes? Est-ce qu'on peut considérer que l'activité d'un ange qui est de gouverner le monde dans une hiérarchie, est-ce qu'on peut considérer que cette activité, elle comprend un volet cosmique? Est-ce que c'est en faisant tourner les planètes qu'on gouverne la création? Et ce à quoi je me suis intéressé, c'est cette question très précise, parce qu'en fait, ce qui apparaît, c'est qu'il y a une très très grande difficulté pour les théologiens de répondre oui de façon évidente. Donc c'est pour un certain nombre de raisons parfois un petit peu techniques, mais c'est vraiment pas évident de comprendre l'ensemble du cosmos comme une institution dans laquelle s'exerce du pouvoir. Et donc c'était pas une évidence de dire tout simplement oui, les anges font tourner les planètes.
N'hésitez pas si vous avez des questions. On est aussi. Enfin, la discussion est faite pour ça. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on poursuit un tout petit peu sur le livre ou parce que du coup la deuxième question qui régit la deuxième partie du livre. Le livre est construit en deux parties. La première partie, est-ce que les anges sont les moteurs des corps célestes? Et petit à petit, on voit que c'est très difficile de répondre oui. Donc plutôt on dit non. Les anges ont une activité politique. Et les astres, les planètes, finalement, on va se mettre à dire qu'elles ont une activité autonome, régie par des forces que seule la science a vocation à décrire, à analyser, et que l'activité politique des anges, elle, en est complètement séparée de ces forces-là. Et la deuxième partie, donc, elle répond à la question « Qu'est-ce que la hiérarchie ?» avec cette hypothèse que tu as commencé à esquisser là, selon laquelle c'est à travers les discussions autour de la hiérarchie et du concept de hiérarchie que cette impossibilité de raccrocher les anges au monde se déploie. Et donc, juste sur la hiérarchie, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur comment on répond à cette question-là de qu'est-ce que la hiérarchie et en quoi ça nous intéresse plus largement? Alors, en fait, la question centrale dont il faut partir, c'est vraiment cette grosse question qui est celle du gouvernement du monde. Et si on présentait les choses un peu schématiquement, l'alternative, mais encore une fois, je schématise, hein, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça, mais l'alternative, c'est de se demander si gouverner le monde, c'est une activité quasiment mécanique. C'est-à-dire, est-ce que c'est les mouvements planétaires et astraux qui gouvernent le monde? Alors, ça, pour le dire très, très, très littéralement, on pourrait dire qu'on peut envisager ça comme une forme de gouvernement, dans la mesure où c'est en grande partie, et encore plus dans l'univers du Moyen-Âge, c'est en grande partie les mouvements des planètes et des astres qui créent l'ordre sur Terre. De façon très très simple, c'est par exemple les mouvements du Soleil qui font le jour, la nuit, qui font les saisons, donc qui font pousser les végétaux, qui font se développer la vie. Enfin, c'est une chose assez évidente. Si on veut comprendre un peu le type d'univers dans lequel vivaient les gens dans l'Antiquité au Moyen-Âge, faut s'imaginer que cette chose très très simple qu'on peut observer avec le Soleil, il n'y a pas de raison de se dire que ce ne serait pas... il y a la Terre au centre, il y a des astres autour, et sur Terre, on se rend compte que c'est les mouvements des astres qui sont autour qui créent des régularités. Et en quelque sorte, le peu de régularité qu'on trouve dans notre condition terrestre, qui est quand même assez chaotique, le peu de régularité, elle correspond à ces choses, à ces mouvements très très réguliers qu'on voit dans le ciel. Le soleil, tous les matins, il se lève, tous les soirs, il se couche. À tel moment de l'année, il chauffe telle partie de la planète. Et c'est la même chose pour les étoiles. Enfin, les étoiles, si vous cherchez quelque chose d'ordonné, de régulier, même dans votre expérience immédiate, il y a une chose qui ne fera jamais défaut, c'est lever les yeux la nuit, regarder le ciel. Les constellations sont comme elles sont, toujours au même endroit, elles gardent leur rapport. Et en fait, c'est à partir de cette intuition très très simple que s'est développée toute l'astronomie ancienne et médiévale. C'est qu'on a la certitude qu'il y a de la régularité, qu'il y a de l'ordre dans l'univers. Et comme il y en a beaucoup plus dans le ciel que sur Terre, on a de bonnes raisons de penser que encore une fois, le peu d'ordre qu'on trouve sur Terre, il vient d'en haut. Donc, c'est en ce sens-là, c'est à partir de cette intuition, si vous voulez, qu'on peut se dire que que le gouvernement du monde, que le principe
intelligent, divin, qui gouverne le monde, il le fait au moyen des mouvements des corps célestes. Et donc, je reviens à mon tableau général. D'une côté, il y a cette option-là. Le gouvernement du monde, c'est en fait une mécanique céleste. Et de l'autre côté, il y a une autre façon de le comprendre, qui est de se dire le gouvernement du monde, c'est vraiment une forme c'est l'exercice d'un pouvoir symbolique, administratif, qui passe vraiment par des rapports entre des personnes, des supérieurs, des inférieurs, qui donnent des ordres, qui donnent des consignes, qui envoient des messages. Et donc vous avez d'un côté l'idée que le gouvernement du monde, c'est de la mécanique, et de l'autre côté, l'idée que le gouvernement du monde, c'est du pouvoir. Et c'est à partir de cette espèce de grande question que on observe qu'au XIIIe siècle, il devient très difficile de penser ces deux choses ensemble. Et moi, ce que j'ai essayé de comprendre, en fait, c'est pourquoi, au XIIIe siècle, les théologiens disent non, gouverner le monde, ça ne signifie pas faire tourner les planètes. Ce qui est à l'œuvre dans le gouvernement du monde, c'est du pouvoir. Au sens le plus strict, le plus pratique du terme. Ça passe par une institution, ça passe par, encore une fois, des fonctions, par des ordres, par des missions, par des offices, enfin tout ce genre de choses. Et d'une certaine façon, la raison à ça, elle est très très liée à un élément très important dans la théologie chrétienne, qui est la question de l'institution. C'est-à-dire que dès l'Antiquité, la théologie, enfin le christianisme a construit une institution qui s'appelle l'Église et a réfléchi énormément au type de pouvoir qui s'exerçait dedans, à la façon d'organiser l'institution. Et le terme de hiérarchie donc, a été inventé dans ce cadre-là. Et l'option qui a été prise historiquement, ça a été de dire, au Moyen-Âge ensuite, qu'en fait, la façon par laquelle la créature se rapportait au divin, la voie par laquelle la créature se rapportait au divin, en fait, était institutionnelle. Et ça, c'est ce que les théologiens ont développé en construisant la notion de hiérarchie. C'est-à-dire, la créature est créée par Dieu, mais en quelque sorte, c'est pas suffisant pour qu'elle participe de la divinité, pour qu'elle fasse en quelque sorte retour vers le Créateur. Il faut une sorte de supplément. La divinisation, pour autant qu'on puisse dire ça, la divinisation de la créature, elle n'est pas donnée d'emblée. Il ne suffit pas d'être créé par Dieu pour retourner au divin, en quelque sorte. Il y a besoin d'un supplément, et ce supplément, il est donné par une institution, et il est donné par la participation à un pouvoir. Et donc ce pouvoir, c'est celui qui s'exerce dans l'Église, par les sacrements, par la liturgie. On participe, il y a une participation, mais dans un sens, j'aurais envie de dire de façon un peu anachronique, quasiment politique, quoi. On participe à une grande institution, un grand dispositif. Et en fait, c'est ça la ligne qui va de l'humain au divin. Et au milieu, la médiation entre l'humain et le divin, c'est l'ange. Et c'est en fait le poids de cette réflexion-là qui a conduit les théologiens à rejeter la question astrale, céleste, en disant non, c'est pas par la nature, en fait. Enfin, c'est pas par le monde qu'on est relié au divin, c'est par le pouvoir et l'institution. D'où
En fait, dans les réponses à cette question sur le rôle des anges par rapport aux cieux, en fait, ce qui se joue là-dedans, encore une fois, cette question un petit peu bizarre, ce qui se joue, en fait, c'est les rapports généraux entre ce que c'est qu'exercer du pouvoir et ce que c'est qu'être dans un monde. Et à partir de cette question, j'ai essayé de montrer comment il y a deux lignes qui apparaissent et qui deviennent de plus en plus claires, qui se distinguent l'une de l'autre, l'une étant la ligne du pouvoir, et qui donne naissance petit à petit, à partir de la hiérarchie de l'institution ecclésiastique, qui donne naissance à l'idée d'État, à une sphère autonome dans laquelle le pouvoir s'exerce, et d'autre part, une ligne qui va vers l'idée de nature, un monde qui fonctionne tout seul, qui est indépendant de nous, qui a ses propres lois, ses propres principes. Et en fait, ces deux lignes, on peut les tracer à partir de cette question et à partir du moment où les théologiens disent bah non, les anges qui nous relient au divin, les anges qui sont les responsables en quelque sorte de la hiérarchie, bah les anges ne s'occupent pas des planètes. Et donc à partir du moment où le sacré se replie complètement dans la question de l'institution, et ben les mouvements des planètes et le monde, on peut le comprendre d'une façon complètement différente. Et donc on fait l'hypothèse qu'il y a des forces. Et donc j'ai essayé de tirer ces deux lignes qui vont vers la modernité. C'est de montrer qu'en fait, ce que Foucault a diagnostiqué dans la modernité, en disant bah, on a d'un côté l'État, de l'autre côté la nature, on peut comprendre d'une certaine façon d'où ça vient, si on remonte quelques siècles en arrière. Si on s'intéresse à cette question qui en apparence n'a rien à voir avec la modernité, c'est tout le contraire. Hein. On est dans un univers absolument pas... Enfin, tout ce que la modernité, en quelque sorte, a balayé, en fait, c'est là-dedans, hein, dans la théologie et puis dans l'astronomie ancienne. C'est là-dedans que se sont dessinées, esquissées les lignes qui ont rendu possible ce qui s'est passé ensuite au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. N'hésitez pas si vous avez des questions. Nous, on s'était dit après que on avait quelques éléments pour, disons, essayer de tirer encore ces lignes-là vers la période contemporaine pour voir pourquoi c'est pas simplement une thèse d'histoire de la philosophie un peu érudite et enfin voilà, quand on lit le livre, à des moments on se perd un peu là-dedans. En réalité, je ne sais pas si pour vous ça fait écho à des questions très, très contemporaines aussi. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Quand on n'y connaît rien, votre postulat est très intéressant, mais est-ce qu'en votre connaissance, il y a d'autres axes de recherche qui proposeraient d'autres hypothèses sur ce début de séparation des films? Alors, résumez, vous proposez cette action, que ça viendrait de la géologie, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que ça n'a rien à voir avec vous et que c'est d'autres choses qui seraient... alors, il y a sûrement je prétends pas que ce soit la seule explication possible, évidemment. Non, par contre, là où c'est en fait très souvent, bon, je citais Foucault parce que je l'ai beaucoup utilisé, mais il y a une sorte de diagnostic qui est partagé par beaucoup de monde, qui est de dire que à l'époque moderne, c'est l'époque de cette espèce de grande séparation, pour le dire d'une autre façon, la séparation entre la nature et la culture. Et des histoires de la modernité et de la grande séparation moderne, il y en a beaucoup. Il y a, je sais pas, il y a en anthropologie, il y a Philippe Descola qui a, à partir de terrains complètement différents, hein, mais qui propose ça. Bruno Latour a aussi essayé d'expliquer comment dans la modernité, à partir de l'histoire des sciences, les choses se partagent. C'est fait. Ce que j'essaye d'apporter comme éclairage, c'est simplement, c'est pas juste faire remonter les choses en arrière, parce que ça, d'une certaine façon,
c'est pas ce qu'il y a de si important, je veux dire, de dire bon, ça a eu lieu quelques siècles avant, quelques siècles après. C'est pas ce qui m'intéresse fondamentalement. Je pense ce que je veux montrer en remontant un peu au Moyen Âge, c'est aussi que ça vient d'un problème qui est un petit peu différent. Et ça, il y a pas mal de médiévistes qui ont essayé de montrer comment, par exemple, comment beaucoup de concepts politiques de la modernité venaient du Moyen Âge, venaient de la théologie, venaient de l'Église. Il y a aussi des historiens qui ont travaillé sur le lien entre la science moderne et des choses assez novatrices qui se sont faites déjà au Moyen Âge. Donc, disons, il y a beaucoup de choses qui ont été défrichées dans ces deux domaines. Faire remonter la politique moderne au Moyen Âge ou faire remonter la science moderne au Moyen Âge, on trouve pas mal d'ouvrages là-dessus. Disons que moi, ce que j'ai voulu montrer, c'était le lien entre ces deux histoires. Montrer que la façon dont s'est développée la science de la fin du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne et la façon dont s'est développée la politique du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne ne sont pas deux histoires séparées. On a l'impression qu'elles sont séparées parce qu'à l'époque moderne, c'était deux choses très différentes. Mais ça, c'est un point d'aboutissement. C'est un effet tardif de quelque chose qui s'est passé avant, qui est une question complètement différente, qui est une question de théologie. Et voilà, d'autres histoires, il y en a qui essayent d'expliquer la modernité par le Moyen-Âge. Je ne sais pas si vous voudriez des exemples précis ou je veux dire. Après, je pense pas qu'il y aurait. J'essaie de réfléchir en même temps, mais disons, je pense pas qu'il y aurait des histoires complètement en contradiction avec ce que je dis là, parce que moi simplement, j'essaie d'apporter un éclairage un petit peu différent ou de décaler un peu une question, mais pour expliquer quelque chose à propos de laquelle beaucoup d'historiens, d'anthropologues, de philosophes sont d'accord, qui est l'espèce de grand partage, de grande séparation qu'on observe dans la modernité. Vous êtes le premier à votre connaissance à avoir soulevé cette particularité-là, ou est-ce que vous écrivez dans des recherches non, ce que je vous dis encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup de gens, encore une fois, je n'ai pas particulièrement fait de grandes découvertes concernant l'histoire des sciences en tant que telle. Il y a des gens qui avaient déjà beaucoup travaillé là-dessus. Je pense pas non plus avoir fait... par ailleurs, je suis pas historien de formation, moi je suis philosophe, donc c'est pas tellement j'ai pas fait de découverte historique. Simplement, il y a une chose qui a échappé à pas mal de monde, c'est l'importance c'est l'origine du concept de hiérarchie, qui est donc encore une fois théologique, hein, et ça, c'est une première chose. Et ensuite, c'est le poids que cette notion a eu dans la construction de la théologie et les effets que ça a eu. Les effets que ça a eu de penser l'Église et de penser le pouvoir en termes de hiérarchie. Ça, c'est des choses qui ont été assez peu étudiées. Il y a un philosophe contemporain assez connu qui s'appelle Giorgio Agamben qui a un petit peu parlé de ça, sur lequel je me suis beaucoup appuyé. Mais voilà, ce fait-là, par exemple, ça a été très... encore une fois, je l'ai pas découvert, mais ça a été très, très minoré. Et donc, j'ai essayé de dire, non, si on s'intéresse vraiment au concept de hiérarchie, on se rend compte que ça a des effets assez profonds,
et que ça déborde même sur des choses qui a priori n'ont rien à voir, et qu'on peut essayer de faire en même temps, de façon un peu parallèle, l'histoire des sciences et l'histoire de la politique. Je dirais que la question, c'est pas tellement, enfin, dans la période médiévale encore, c'est pas tellement qu'est-ce qui gouverne le monde, parce que ça c'est évident, c'est Dieu qui gouverne le monde. Là où on n'est pas sûr, c'est de savoir comment exactement. Et alors, on sait qu'il le gouverne par l'intermédiaire des anges, mais que font précisément les anges? Oui, la question se pose. Et en fait, ce qui est, enfin, encore une fois, là, il faut rentrer un peu dans le détail historique de la question. Mais disons, l'idée que le gouvernement divin du monde se fait par l'intermédiaire des anges, c'est le b.a.-ba de la théologie chrétienne. La question se complique, encore une fois, parce qu'au XIIIe siècle, les théologiens sont confrontés à une question qui ne s'était jamais vraiment posée, qui est une question de cosmologie ou d'astronomie. Enfin, c'est que tout d'un coup, ils découvrent un savoir qui avait été développé dans l'Antiquité, auquel ils n'avaient pas eu accès, parce qu'une grande partie de la science grecque, des mathématiques, de l'astronomie, de la philosophie, n'est pas passée au Moyen-Âge. Et c'est venu tard, c'est venu par le détour des traductions en langue arabe, qui ensuite ont permis des traductions en latin. Et c'est comme si les théologiens découvraient tout d'un coup un savoir très très solide, très intéressant sur le monde. Et donc, il y avait une image du monde, on va dire, qui était théologique, mais très peu scientifique, même au sens de la science de l'époque, qui n'est pas une science expérimentale, enfin, c'est pas du tout la science moderne, mais on avait en quelque sorte une image très peu scientifique du monde, et tout d'un coup, on se retrouve confronté à une image scientifique du monde. Alors, le grand problème, c'est de savoir voilà, comment articuler les deux. Et tout le XIIIe siècle est une période qui est très très dure, parce que vraiment du début du XIIIe jusqu'à la fin, et puis ça a continué après, phrase par phrase, idée par idée, on essaie de voir qu'est-ce qui est en accord avec les dogmes, avec la foi, qu'est-ce qui peut être enseigné à l'université, qu'est-ce qui ne doit pas être dit, qu'est-ce qui peut être dit par qui, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire d'un point de vue scientifique, mais attention, il ne faut pas le dire d'un point de vue théologique, mais alors comment on fait pour tenir ensemble cette idée qu'il y aurait une vérité théologique d'un côté, une vérité scientifique de l'autre? Est-ce qu'il peut y avoir deux vérités en même temps qui se contredisent? Enfin, et vraiment, tout le XIIIe siècle est tourmenté par ce genre de questions. Et donc, point par point, on examine les choses et on arrive à cette question qui moi m'intéressait, qui est comment est-ce que se fait le gouvernement divin du monde par l'intermédiaire des anges, et est-ce qu'on peut récupérer une donnée de la cosmologie, une donnée de l'astronomie là-dedans. Et donc c'est plus précisément, c'est ça la question, c'est pas, encore une fois, qu'est-ce qui gouverne le monde, on le sait. Mais ce qui se passe, c'est que comme cette synthèse, elle est très difficile à faire pour les théologiens, en grande partie, enfin je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais en gros, la grande idée, c'est parce que la théorie de la hiérarchie, en fait, c'est une théorie du pouvoir, et d'un pouvoir symbolique, institutionnel, pratique, et qu'on a du mal à voir comment ça, en fait, ça passerait dans les étoiles et dans les planètes. À partir du moment où en fait on exclut le monde, le cosmos, de cette grande entreprise de gouvernement du monde, et ben en fait ça fissure le modèle général de gouvernement. Et moi j'ai essayé de suivre en fait cette fissure et dire à partir du moment où on n'arrive plus à tenir cette grande machine de gouvernement, il y a cette idée qu'il y a un gouvernement du monde, mais on en arrive finalement à faire du gouvernement
et du monde, deux réalités hétérogènes. Et en fait, c'est le modèle général qui se désarticule petit à petit. Et donc, le mouvement historique, en quelque sorte, c'est celui-ci. C'est que petit à petit, le gouvernement, qui était censé être le gouvernement du monde, ne passe plus par le monde, ne s'applique plus vraiment au monde, et on se met à penser le monde complètement autrement, on se met à le penser comme nature autonome, séparée, et le gouvernement, lui, il s'institue dans sa sphère propre, qui devient l'État. Et c'est comme ça qu'on en arrive à cette chose étrange qui est de se dire, voilà, il y a un partage, il y a deux réalités complètement hétérogènes. D'un côté, les rapports de pouvoir entre humains, de l'autre côté, les réalités naturelles. Cela dit, je me demande si la question portait pas aussi sur le fait que pourquoi partir de la question du gouvernement du monde? Est-ce que du monde, il ne peut pas y avoir une autre image, un autre rapport que celui du gouvernement ou quelque chose comme ça? Ah ça, si, mais ça, je veux dire, c'est enfin, je veux dire, dans la pour les dans la culture chrétienne et la façon dont elle est construite par la théologie, non, c'est-à-dire c'est impensable. Ça a un petit peu existé, mais c'est impensable de s'imaginer le monde sans le gouvernement divin. Mais ça, c'est vraiment une question qui est très très massive. C'est pour sortir de ça, il faut faut sortir du christianisme, il faut sortir de la religion. Par contre, ce qui aurait pu être, ce qui était une option historique possible, c'était de garder, disons, un petit peu de cosmos dans l'idée générale et peut-être, faudrait, voilà, il y aurait une sorte d'histoire alternative, un petit peu imaginaire à faire, pour se demander qu'est-ce que serait devenu la modernité si on avait continué à penser que que la vie pratique, elle était directement en lien avec les étoiles, et ça, peut-être que ça aurait transformé, mais très différemment, l'idée de gouvernement du monde. Et que voilà, ce qu'on appelait gouvernement aurait pris un sens assez différent. Et oui, ça, c'est une possibilité. J'ai un peu deux questions qui seraient est-ce que tu as identifié parce que moi je suis quand même assez d'accord qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation où beaucoup de gens, de tentatives théoriques, politiques, etc., essayent de suturer le fossé entre, disons, la politique et le monde, comme tu le dis. Et donc j'imagine que c'est aussi pour cette raison-là, comme tu l'as dit, tu pars de cette situation, donc c'est aussi pour cette raison-là que tu vas faire cette généalogie. Et donc est-ce que tu arrives à identifier les différentes tentatives pour, disons, je sais pas, réunifier ou penser ensemble la nature et la politique, le monde et l'État, etc. Ça, et deuxième question, qui a aussi à voir avec, disons, la période contemporaine, même si ça remonte à un siècle ou deux. Et parce que je sais que par ailleurs tu travailles un peu là-dessus. Est-ce que l'antidote à la hiérarchie comme la chose qui sépare la politique et le monde, ça a été, ou c'est pas peut-être, une pensée de l'anarchie? Et comment ça se... Est-ce que la pensée de l'anarchie, disons, essaie de s'attaquer à ce problème-là d'une manière ou d'une autre, ou pas, sachant que les premiers anarchistes étaient tous, étaient en grande partie des géographes, des naturalistes, etc. Donc il y a peut-être là un lien intéressant.
Alors, pour la première partie de la question, concernant les tentatives, il y en a, un certain nombre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une grande difficulté, ça rejoint à la question que madame vous me posiez tout à l'heure, une grande difficulté qui est de faire bouger le curseur de la politique, en fait. C'est que je trouve que c'est évidemment, enfin, j'ai un terme qui veut un peu tout et rien dire aujourd'hui. Et d'une certaine façon, voilà, il y a des gens qui sont attelés par exemple, à penser, genre, la tradition de l'écologie politique, elle est assez ancienne. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, alors c'est peut-être par souci philosophique, mais c'est de savoir ce qu'on appelle précisément politique. Qu'est-ce qu'on dit en disant ça? Enfin, que veut dire cette catégorie? Et encore une fois, je peux comprendre très concrètement ce qui se passe quand on dit que dans une assemblée ou une institution à laquelle on a conféré un certain pouvoir et qui est symboliquement en mesure de prendre des décisions qui vont affecter ensuite l'économie, la construction, la production. Je comprends que politiquement on puisse décider quelque chose de façon écologique. Je ne dis pas que ce serait la seule façon de faire les choses, mais voilà, quand on appelle ça politique, je vois de quoi on parle. Quand on sort de ce cadre-là, on a un signifiant flottant, on a un terme complètement... Enfin, on peut y mettre vraiment tout et n'importe quoi. Et je pense pas je dis pas qu'il ne faut pas essayer de faire changer le terme. Je dis juste que c'est très compliqué, souvent, de savoir de quoi on parle. Et c'est pas en rajoutant politique à côté voilà, on va récupérer des réalités qui n'étaient pas politiques classiquement, et on va juste coller un terme et dire en fait la forêt c'est politique, l'eau c'est politique, les champignons c'est politique. Enfin voilà, il y a et moi ce que je me demande c'est comment on peut avoir une compréhension claire de ce dont on parle, et du coup du type de pratique, de mode de décision, d'organisation qui peuvent être expérimentés et développés à partir du moment où on essaye de faire migrer la politique vers des réalités qui n'intéressaient pas les décideurs publics auparavant. Et encore une fois, donc, parce que tu me demandais les tentatives, moi je repère qu'il y en a qui prennent, par exemple dans l'écologie, qui prennent de front ces questions. Moi, mon travail, d'une certaine façon, il commence par de la clarification conceptuelle pour comprendre de quoi on parle. Il y a un autre point que je trouve assez frappant, c'est que quand on remonte un peu historiquement et qu'on essaye de voir le moment, en quelque sorte, dans lequel on pouvait penser gouvernement et monde ensemble, en fait, on tombe sur la théologie. Et ça, dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge, c'est un point qui est assez... c'est assez massif. C'est que tous les dispositifs culturels dans lesquels le cosmos et la pratique humaine sont liés, tous ces dispositifs intègrent tout le temps une donnée, je ne sais pas s'il faut l'appeler spirituelle, d'une façon générale, mais il y a toujours
on met toujours là-dedans des figures divines, semi-divines, spirituelles, des démons, des dieux, enfin et ça c'est un point que je trouve assez, enfin qui à mon avis mérite réflexion, c'est quel est pourquoi il y a besoin de ce supplément pour penser ensemble notre pratique et le monde dans lequel on est, si on ne veut pas que ce soit voilà, un face-à-face de deux choses complètement distinctes. Et je trouve que c'est assez curieux que dans beaucoup de tentatives aujourd'hui de décloisonner, encore une fois, l'écologie, la politique, on se tourne énormément en fait, vers des matériaux mythiques. On s'intéresse beaucoup à des cultures non modernes, dans lesquelles les forêts, les fleuves, les animaux, etc., ont des esprits, sont pensés comme voilà, des créatures spirituelles. Et donc, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup par rapport à cette zone, cet espace dans lequel communiquent la pratique et le pouvoir d'un côté et le monde, les réalités du monde de l'autre. Dans la tradition occidentale, en fait, cet espace, il a été occupé par la théologie pendant très très longtemps. Et je pense que si on veut revenir, voilà, dépasser le hiatus nature-culture, etc., il faut s'interroger sur cet espace-là. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui en tient lieu aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut en tenir lieu? Comment on peut le concevoir? Et oui, tu posais la question sur l'anarchie. Ouais, je suis assez d'accord que c'est une piste qui est intéressante. C'est très frappant de voir en effet que la tradition anarchiste, elle s'est construite en grande partie en produisant une critique de la hiérarchie, et que ce qui est mis en avant, tu parlais des géographes, des naturalistes, mais ce qui est mis en avant très souvent, c'est une idée de nature en fait. C'est-à-dire il y a quelque chose de la grande fraude du pouvoir, des pouvoirs institués, de l'État, des hiérarchies, c'est qu'en fait, c'est pas naturel. Et que si on suivait la nature, il n'y aurait aucune raison de se plier à ces formes de pouvoir. Du coup, évidemment, c'est intéressant, mais la grande difficulté de la question de l'anarchie, d'une part, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que la tradition anarchiste ne récupère pas un concept de nature qui est un peu impraticable, parce qu'en fait, il a été construit, pensé comme n'étant pas politique, justement. Et donc, comment on fait comment on pense quelque chose de politique à partir d'un concept de nature qui est, par définition, ne l'est pas. Ça, c'est une première difficulté. La deuxième, je pense que ça tient à ce que je disais juste avant, concernant l'espèce d'espace intermédiaire. C'est qu'est-ce que... Je ne suis pas absolument sûr que ce soit comme ça que se pose la question, mais est-ce que l'idée d'anarchie, elle ne suppose pas justement de réussir à penser une sorte de face-à-face entre les pratiques humaines et le reste du monde, en faisant l'économie de ce supplément? Parce que dans la critique anarchiste, il n'y a pas que la critique de l'État, il y a aussi la critique de Dieu. Et est-ce que ça, c'est pas... je ne dis pas que ça rend la question impossible, mais est-ce que c'est pas une grande difficulté, c'est de repenser comment on pense des rapports pratiques dans le monde, à partir du monde,
sans cet intermédiaire dans lequel se sont logés toutes sortes de dieux, de démons, d'anges pendant des siècles. Je ne sais pas si je réponds directement à votre question. Mais juste pour terminer, enfin là, toute la discussion, en fait, ça donne une idée de voilà, les problèmes et les questions qui m'ont animé un peu en faisant ce travail. Ensuite, le texte lui-même, c'est vraiment une plongée dans ce monde médiéval très très particulier, dans lequel voilà, on perd de vue pour un instant Latour et Foucault et ces gens-là et Notre-Dame-des-Landes pour essayer de voir vraiment comment les choses se sont dites et se sont faites dans la théologie médiévale. Merci. Merci. C'était Guylain Casas, auteur de La dépolitisation du monde en géologie médiévale et modernité, aux éditions Vrin, lors d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, jeudi 23 février 2023, réalisée et mise en onde par Radio Radio.